une résistance par la propagande des premiers actes. Paul Secrétin, le futur maire de Bessé, nous raconte qu'en tant que cheminot, il s'efforçait de faire en sorte que les locomotives qui passaient au centre de réparation ne fonctionnent pas si bien que cela une fois qu'elles sortaient. Donc on a des petits gestes comme ça, et très vite, les résistants qui s'engagent dans cette première forme de résistance vont prendre conscience de la nécessité de s'organiser. Ça va être très très rapidement. En fait, on va voir une organisation se faire. Alors, cette organisation, il y a donc la naissance de premiers réseaux. Alors, un exemple, le réseau Kléber. Dans la Sarthe, oui, j'ai rajouté d'autres exemples, mais ça, c'est pour vous dire que les jeunes aussi participent à cette résistance. On a André Piauget, qui était enseignant au Mans, nous dit quoi? On soupçonne fort les élèves du lycée et du collège technique d'être les auteurs des affiches sur papier à dessin, apposées place de la République, avenue Thiers et rue Jankowski. On y dessine un drapeau français, une croix de Lorraine, un drapeau anglais, et sur lequel est écrit « Vive la France, vive le brave Pétain ». Vous voyez ? On voit bien l'ambiguïté. Vive l'Angleterre, le pays qui sauvera la France, et le général de Gaulle, notre sauveur, abat Hitler, abat les Boches, abat les macaronis que le soleil de Libye a cuit. Voilà, donc on a ces petites affichettes, et ça, c'est aux archives départementales de la Sarthe où vous les avez. Donc on a cette contre-propagande, mais aussi les réseaux. Alors, premier réseau, donc je l'ai dit, le réseau Kléber, qui apparaît autour de Pierre Savin. Et Pierre Savin est architecte en chef à la ville du Mans. Il est aussi adjoint de la défense passive et il va être en contact avec Pierre Jousse, qui est le directeur adjoint de la Mutuelle Générale Française. Et ils vont commencer à fournir des renseignements. Ils vont être rejoints par Jean-Marie Lelièvre, qui est le directeur de la MGF. D'accord ? Et à partir, pas tout de suite, pas dans cette première phase, mais à partir de juillet 1942, ils vont avoir un rôle important. Pourquoi ? Puisque le siège de la 7e armée allemande va s'installer dans les locaux de la MGF, mais certains vont avoir leur bureau dans le quartier. Et ils vont très très bien voir ce qui se déroule. Donc ils vont prendre des renseignements et ils vont transférer des renseignements. Un mot plus long sur le réseau Hector. Le capitaine Floch, dont je parlais tout à l'heure, va être approché par d'anciennes connaissances de l'armée de l'air, Jacques Arthuis, et le colonel Alfred Heurtaud. Et là, ils vont recruter dans le milieu des anciens combattants, et ça va être donc un réseau en lien avec le service secret, le SRR. Floch devient responsable du réseau Hector pour la Sarthe, son agent de liaison est Pierre Naufle. À côté d'eux, ils ont aussi André Gasnier. Alors André Gasnier, il est coiffeur, et il coiffe qui ? Il coiffe les soldats allemands, et notamment les officiers. Et en plus, il parle allemand. Et donc, il noue des relations, et il obtient comme ça des renseignements. Autre agent du réseau dès cette première période des 41, eh bien, l'abbé, que je ne me trompe pas d'abbé, oui, c'est bien l'abbé Rémy Guéné, qui est le vicaire de l'église Saint-Pavin, qui lui aussi va fournir des renseignements. Des femmes vont faire partie de ce réseau, Jeanne Coubard, Augustine Vérité. Mais ce réseau ne va pas durer longtemps, puisqu'ils vont être victimes de l'opération Porto, dont je reparlerai à la fin quand je parlerai des répressions. Ils vont être victimes de l'opération Porto, ils vont être arrêtés en deux vagues, 9 octobre, puis Pierre Naufle et Louis Floch plus tard, et ils vont être déportés. Tous vont être classés Nacht-und-Nebel, donc nuit et brouillard, et ils vont être déportés. Donc, premier réseau. Alors, un autre réseau, Autogiro. Alors, ce réseau-là, lui, Autogiro, il dépend du SOE. Donc, comme les réseaux qu'il y a dans le secteur, d'accord, donc de l'intelligence service. Alors, ces réseaux du SOE,
le réseau Autogiro est mis en place par Pierre de Vaumécourt. Pierre de Vaumécourt, donc, dit Lucas, d'où pourquoi Lucas Autogiro. D'accord ? Et il est en lien avec, en fait, Gaston Gourdeau, qui est ancien député, que vous avez ici, et ministre, et il réside à Saint-Côme-en-Véret. Et il est en contact avec l'Angleterre, et donc, il va demander, là encore, à Floch, d'étoffer la résistance en France et dans la Sarthe, et là, il y a le contact qui se fait entre Floch et Pierre de Vaumécourt. On a le développement d'un réseau de renseignement. Dans ce réseau, on a un instituteur de Vasse, on a son frère, le directeur d'école, directeur d'école au Mans, son frère qui est directeur d'école à Vasse, donc les frères Bestier. Alors, petite particularité des frères Bestier, c'est que si vous allez au Mans, au mémorial des déportés de la Sarthe, ils ne sont pas sur le mur. Pourquoi ? Parce que, en fait, Pierre de Vaumécourt, quand il est arrêté, il va signer un accord avec le chef de l'Abwehr pour dire « Nous sommes des combattants, nous sommes des soldats de l'armée régulière. Donc, en tant que soldats de l'armée régulière, nous devons être traités comme tels. Autrement dit, nous devons être prisonniers et être envoyés dans des stalags ou un oflag. Donc, ils n'auront pas la vie d'un camp de concentration. Ils n'ont pas le statut de déportés parce qu'ils ne vont pas être dans un camp de concentration. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur le mur. Voilà. Donc ça, c'est ces premiers réseaux. Dans le second semestre de l'année 42, le contexte change et donc, à partir de là, la résistance va s'étoffer jusqu'au début de l'année 44. Alors, pourquoi je dis que le contexte change ? Déjà, c'est le retour de Pierre Laval. Donc, 18 avril 42, retour de Pierre Laval au pouvoir, et donc c'est une entrée plus importante dans le collaborationnisme. Autre élément, ce sont les rafles. Rafles du Veldiv, et dans la Sarthe, vous avez en 42 deux rafles, 16 et 17 juillet 42, et celle d'octobre 42. Et les protestations de l'Église vis-à-vis de ces rafles, qui n'avaient pas protesté pour les rafles de 41 et qui protestent pour les rafles de 42. C'est aussi l'opération Torche, autrement dit, le débarquement allié en Afrique du Nord, et la conséquence immédiate, c'est que le 11 novembre 42, toute la France est occupée. Donc ce changement de contexte, plus Barbarossa qui s'est déroulé en juin 41, donc l'invasion de l'URSS, fait que là, il y a progressivement un changement qui s'opère, l'espoir renaît, on va dire. Alors, Stalingrad, la victoire de Stalingrad en février 43, va être encore source d'un nouvel espoir. À partir de là, vraiment, on va voir des changements. Pour la Sarthe, quelques exemples de réseaux. Les réseaux dépendants donc du MI6. Alors, c'est le réseau Alliance. Alors, le réseau Alliance, c'est important d'en parler, c'est un réseau de renseignement. Voilà. C'est l'exemple type du parcours qui n'est pas linéaire d'une personne. Alors, déjà, mais ça n'a rien à voir avec l'absence de linéarité, il est dirigé par une femme. C'est le seul en France, Marie-Madeleine Fourcade, c'est le seul réseau dirigé par une femme. Dedans, pourquoi je ne dis pas linéarité ? Parce que ce sont des maréchalistes. Ce sont des gens, et Marie-Madeleine Fourcade, dans ses écrits, on le dit bien, on le voit dans son idéologie, ce sont des gens favorables au maréchal Pétain. Donc c'est ce que l'on a qualifié, que les historiens qualifient de vichisto-résistants. D'accord ? Voilà, on peut avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut être favorable à certaines idées du maréchal Pétain de ce point de vue-là. Donc, dans la Sarthe, vous avez 4 personnes qui appartiennent à ce réseau. Alors, Georges Muriel, qui est ingénieur, agent des eaux et forêts,
dans la Sarthe et en forêt de Bercé. C'est pour ça qu'en forêt de Bercé, vous avez un chêne qui s'appelle le chêne Muriel. Vous avez Henri et Paul Chantrel. Vous voyez, Paul Chantrel, il est président des centres d'entraîne des rapatriés sartois. Et à ce titre, il fait des articles dans la Sarthe assez pro-maréchalistes et il va rencontrer le maréchal. Il va à Vichy, il rencontre le maréchal. Léon Potier est journaliste à la Sarthe. Donc, ces gens vont être dans le réseau Hector pour la Sarthe. Ils vont être tous arrêtés le même jour. Donc, si vous prenez le 9 mars 44, pardon, j'avais un trou, 9 mars 44, ils sont tous arrêtés et ils vont tous connaître le même parcours, c'est-à-dire classés nuit et brouillard, transférés à Fresnes, ensuite Schirmeck, ensuite, donc qui est une annexe du camp de Neizweiler-Struthof, et à Neizweiler-Struthof, ils vont tous être, comme tous les membres du réseau Alliance, ils vont tous être exécutés. Alors, outre le réseau Hector, c'est bien sûr l'ensemble des réseaux dépendants du SOE, section F. Donc là, c'est vrai qu'en venant du Mans, je me suis dit, oula, tu arrives dans le secteur, hein, parce que c'est Renfoul-Tourte, voilà, on est en plein dans le secteur. Donc c'est vraiment même si ce n'est pas que dans ce secteur-là, on est d'accord, mais les réseaux SOE sont très présents. Alors, ce qui fait qu'on trouve quoi? On trouve, avec à chaque fois, vous avez compris, le premier nom, c'est le nom de code, Albin, ensuite, donc de celui qui a été projeté, ensuite le nom qui a été décidé. Donc, Albin Headmaster, en lien avec Sidney Hudson, je vais en parler tout à l'heure. Antoine ventriloquiste, avec Pierre de Vaumécourt. Donc, vous voyez le lien. Pierre de Vaumécourt, c'est aussi Autogiro. Donc, voilà, on voit les recoupements. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas évident de s'y retrouver. On peut être très bien membre de deux réseaux. La mémoire peut dire, on peut être membre d'un réseau, voilà, et puis en fait, on est membre d'un autre, parce qu'on le découvre qu'après. Voilà. Athos Bricklayer, Béliard Phono, Hercule Leiterman, celui qui intéresse notamment Armand Tuvache, d'accord? Alors, qu'on n'appelle pas erreur, Hercule Buckmaster, d'accord? Mais c'est vraiment une erreur. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que quand vous prenez le témoignage de Auduc, au sein de la Scholf, le premier document que vous voyez qui date de 1946, qu'il fait quand il revient des camps, il ne l'appelle pas du tout Hercule Buckmaster, son réseau, il l'appelle Hercule Leiterman. Donc il l'appelle du bon nom. Vous voyez? Mais c'est après que, voilà, là on va voir l'histoire et la mémoire faire un biais. Max Butler, avec Jean Bouguenec, Pascal Sacristan, Prosper Physicien. Et quand on prend les noms, c'est pareil, et moi-même j'ai fait l'erreur de dire souvent Pascal Sacristain. Et en fait, non, c'est Pascal Sacristan. Voilà, donc je dirais c'est de l'erreur anecdotique, hein, mais qui des fois facilite pas la compréhension. Alors, ces réseaux, ces missions, c'est la preuve de la diversification de la résistance. Hein. Si on prend, ils disposent de leur radio, ils disposent de terrains de parachutage, fournir des renseignements, favoriser l'évasion de pilotes. Dans le secteur, vous avez notamment David Butcher, qui est revenu régulièrement. Si on prend dans le secteur de Sablé, Raphaël Élysée, je reparlerai tout à l'heure de lui, avec Joseph Panetier, a pour mission d'accueillir et d'accompagner toute personne ayant besoin d'être cachée. Bref, il s'agit pour ces hommes et ces femmes de commencer à se tenir prêts pour participer à la libération. Mais tout cela, ça suppose quoi? Ça suppose des armes et ça suppose de l'argent. Donc, à partir de là, il faut des terrains de parachutage. C'est Renfoul-Tourte, on va avoir donc dans la nuit du 4 au 5 février 1944, un parachutage réussi. Je précise réussi parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous montrer avec un exemple, il y en a beaucoup qui sont ratés. D'accord? On verra pourquoi. Et là, dans la nuit du 5 février, vous avez 15 conteneurs qui arrivent, 3 millions de francs, 2 postes émetteurs, ainsi que du courrier.
Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les parachutages et de tous les réseaux. J'ai dit ceux dépendant du SOE. Vous avez ceux dépendant proprement des services de renseignement français, donc le BCRA. Là, l'exemple, je développe le Bureau des opérations aériennes, le BOA. Ici, en photo, vous avez Louis Lefebvre avec son fils, d'accord? Et eux dépendent, donc, si on prend le BOA, ils ont des terrains, alors, Ouragan, à Boissangy, entre Mont-Saint-Jean et Douillet-le-Joli, donc c'est Louis Lefebvre qui en a la charge, N, à Assé-le-Boine, Caramel, à Ruillé-sur-Loire, et Lamousson, à Ciel-Guillaume. Donc ça, ce sont les réseaux, les terrains de parachutage du BOA. Et au niveau, si on prend Ouragan, par exemple, il y a 14 parachutages de prévus, 10 réussissent, dont un est précisé partiellement. Voilà. Nuit du 4 au 5 février, 24 containers. Nuit du 29 au 1er mars, un agent. Voilà, ça arrivait. Hein. On ne recevait pas que des containers. 10 février, par exemple, c'est un échec. 8 containers, 12 containers. Voilà, on voit qu'il y a de l'armement, des armes qui sont livrées, de l'argent qui est livré. On a aussi, sur un exemple, enfin pas sur un exemple, mais le terrain Univers, où là, on a l'atterrissage de l'Isander, donc les petits avions qui sont capables d'atterrir sur des distances courtes et de repartir sur des distances courtes pour ramener des gens, ou on en profitait pour ramener du courrier. Enfin, donc, vous avez ces éléments-là. Ça, c'est l'action. Cette période est aussi marquée par l'action des groupes FTPF dans la Sarthe. Alors, les groupes FTPF dans la Sarthe en comptent deux principaux groupes. En fait, ils commencent à s'organiser sous l'impulsion donc, de Lucien Sautel et de Pierre Corre, à partir de 1942. D'accord, mi-42, ça commence à s'organiser. Alors, qu'est-ce que l'action du premier groupe FTPF? Là, vous avez donc les actions. Les FTPF ont cette particularité à cette période-là, d'accord? Ce que feront aussi les autres, ils commencent, mais beaucoup plus après. Le FTPF a cette particularité d'avoir une action de lutte armée très rapidement, d'accord? Ce qui a pu des fois lui être reproché par rapport aux attentats qui étaient commis à Paris et les conséquences de ces attentats à Paris. Il y avait des frictions entre les groupes de résistance par rapport à cela, puisque ça engendrait la politique des otages. Donc là, les FTPF dans la Sarthe, les sabotages, 9 janvier à la gare de triage du Mans, vous voyez, 17 janvier, tentative de sabotage. Dans la nuit du 21, voilà, vous avez toute la liste, je ne vais pas vous faire la liste. On a aussi des attentats directs contre les Allemands ou les officines de l'occupant. D'accord ? Également contre Jacques Leray, qui lui parlait alors, il était journaliste propagandiste à la Sarthe, et aussi Jacques Leray, en fait, place de la République, il y avait un mégaphone, et il inondait de sa propagande la population à certains moments de la semaine. Donc, on a cela, des attentats directs. Ça, c'est les actions du premier groupe, FTPF. Ils vont tous être arrêtés, je vais en reparler tout à l'heure. Deuxième groupe, ici vous avez là Marcel de Villiers qui appartient au deuxième groupe. Le deuxième groupe dans lequel on trouve Paul et Serge Cachon, Pierre Guédou et Marcel Ledu. Ils vont faire des actions, alors dans les actions... ils vont faire des actions, alors il va y avoir quoi comme action notamment? Il y aura à Sablé, ce qui va entraîner leur arrestation d'ailleurs. À Sablé, ils vont tenter un coup de feu contre des soldats allemands, mais ils vont être pris. Marcel Ledu va être pris et ça va entraîner l'arrestation de tout le deuxième groupe. Alors là, pour la petite anecdote, c'est Marcel de Villiers qui appartient à ce réseau, et vous voyez, elle a son bonnet, son petite coiffe de déporté. Et c'est lors d'une conférence, et en fait, à ce moment-là, ce moment de la conférence, là, elle est en train de raconter la solidarité entre les détenus à l'intérieur du camp. C'est-à-dire notamment les fameux échanges de cuillères à soupe, de soupe
pour celui qui était la plus faible de la table. Donc, en fait, le principe, c'était celle qui est la plus faible de la table, toutes les autres donnaient une cuillère à soupe de leur gamelle pour les autres. Et ça pouvait tourner comme ça, ces gestes de solidarité, et Marcel de Villiers raconte tous ces gestes, tout comme elle racontait aussi les moments où on racontait les anciennes recettes de cuisine, enfin, tous ces éléments-là. Alors, au-delà des réseaux de résistance, il faut ajouter les mouvements. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Le mouvement de résistance, c'est une résistance qui est plus politique. Tout à l'heure, les réseaux, c'est beaucoup plus une résistance qu'on va qualifier de militaire. Fourniture de renseignements, réception d'armes, faire des coups de main, faire des sabotages. Alors que les mouvements, c'est une résistance plus politique. On a bien sûr une part de résistance armée au sein des mouvements, mais résistance politique. Résistance politique, comment ? Par la contre-propagande. Il s'agit donc, à partir de là, de diffuser la presse clandestine, de créer cette presse clandestine, de trouver du papier, de trouver des plombs, de trouver des imprimeurs. Il s'agit donc de faire des tracts. Là, c'est un tract fait par Marcel de Villiers, justement, qui évoque différentes personnes qui ont été arrêtées par les Allemands et qui ont été décédées. Alors, ce qui est intéressant, et qui sont décédées, pardon, excusez-moi. Ce qui est intéressant dans ce tract de Marcel de Villiers, c'est que vous avez la liste des noms, d'accord, voilà, et en fait, elle cite notamment Marie-Thérèse Fleury, déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943 et mourut selon la date officielle le 16 février 1943. Donc, en fait, le tract, il date de 1943, donc ils sont au courant. Vous voyez, il y a des relations, des réseaux qui font qu'on est au courant aussi de ce qui se passe dans les camps de concentration. Donc, et là, il y a un tract qui est diffusé au Mans et qui aborde, là vous avez toute une liste de gens, et en effet quand vous regardez, moi je l'avais fait avec mes élèves il y a quelques années, le concours de la résistance s'appelait « Communiquer pour résister », et mes élèves avaient fait une enquête autour du tract de Marcel de Villiers, savoir comment elle avait eu les informations. Donc à partir de là, vous avez toute une presse qui se diffuse. Dans la Sarthe, eh bien, il y a le mouvement qu'on appelle le mouvement résistance, qui est présent notamment à Conneret, autour de Michel Beaufils, et Michel Beaufils est imprimeur. Et à partir de là, c'est bien utile d'avoir un imprimeur dans ses relations quand on est dans un mouvement. Et il permet justement la réalisation du journal Résistance, qui va être diffusé à plus de 70 000 exemplaires en zone occupée. Pas en Sarthe, hein. Ce n'est pas pour la Sarthe cet élément-là, mais c'est en dehors. Par contre, dans la Sarthe, il va diffuser La Flamme, donc ce journal La Flamme. Ces mouvements de résistance, ils ont aussi pour objectif de préparer l'après-guerre. Et donc, préparer l'après-guerre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place les comités départementaux de libération. Vous voyez, on est dans la perspective. Et on met en place les préfets provisoires. Donc, nomination du comité départemental de la libération, clandestin, dans lequel on trouve qui ? Victor Daume, Chapalin, Roger Bouvet, Marcel Lecor, Henri Lefebvre. Un préfet de la Libération est nommé, on est en 1943, hein. Un préfet de la Libération est nommé, ce sera Roger Bouvet. Par arrondissement, on nomme un sous-préfet de la Libération. Et pour l'arrondissement de Mamers, ce sera Albert Roulet, enseignant au collège de Mamers. Donc on voit là que la résistance a aussi objectif politique. Vous voyez, propagande, politique, préparer l'après-guerre. Dernière étape, du fin du printemps 1944 à la libération, là on a une intensification au cours de cette étape des actions directes de la part des résistants. Alors on en a vu une première partie tout à l'heure avec les actions FTP, mais là ça se généralise. Qu'est-ce que l'on a ? Déjà, le 1er juin 1944, une unification des forces combattantes des mouvements de résistance. Donc, l'armée secrète, l'ORA et les FTPF fusionnent au sein de ce qu'on connaît, les FFI.
les forces françaises de l'intérieur. Et ça, c'est le premier aspect. Deuxième, c'est une conséquence de la politique menée par Jean Moulin notamment, d'unification des mouvements de résistance qui s'est produit dans le cadre du CNR, Conseil national de la résistance. Donc c'est une conséquence de cela. Autre élément de cela, c'est les actions contre les moyens de communication de l'occupant. Donc là, on va voir se multiplier les sabotages, les lignes téléphoniques, les poteaux téléphoniques qui vont régulièrement être coupés, des câbles souterrains qui vont régulièrement, également il y a un câble qui relie à l'ouest de la France, Paris, à l'ouest vers la Bretagne, il va être régulièrement coupé, des actions contre les voies ferrées, d'accord ? Donc il y a une politique de harcèlement. D'accord ? Il faut être très clair, c'est pas forcément, je dirais, efficace, puisque c'est réparé le lendemain. Okay ? Mais le harcèlement est pour beaucoup. Si vous ajoutez à cela qu'à partir du 6 juin, il y a une multiplication des mitraillages par les Alliés, ça désorganise les systèmes de transport. Si on prend des actions, je dirais, plus marquantes, on en a deux dans le département de la Sarthe, enfin notamment deux. C'est celle menée par les groupes mobiles franco-anglais. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est donc un groupe du SOE, et c'est le groupe Albin Headmaster. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action de la part du SOE ? Déjà, le 20-21 juin 1944, on a un maquis, le maquis de la Charnie, d'accord, forêt d'Étival. Eh bien, ce maquis est aux mains, enfin, il y a des hommes du GMFA qui sont dedans, Francis Beck notamment, Jacques Hilleret, et les Allemands tombent sur ce maquis. Et là, la répression est violente, Claude Hilleret et Francis Beck sont tués, on a 8 prisonniers, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est la composition de ce maquis. Donc 2 tués, 8 prisonniers, tout le matériel radio, 3 voitures, 1 million de francs.